Et ben voyez, vous en avez un petit aperçu ce matin. Ça fait du bien, non? Il est sur une compilation. On va parler de rompre de votre livre dans un instant, mais d'abord, votre point de vue sur l'actualité, et vous pourrez comme ça échanger avec Michel Onfray. On parlait tout à l'heure de cette polémique depuis cette nuit sur les réseaux sociaux et qui fait réagir l'opposition politique ce matin. Marlène Schiappa, C8, annonce qu'elle va animer avec Cyril Hanouna une émission vendredi soir sur le grand débat national. Et tout le monde dit, c'est pas sa place, pourquoi une ministre co-anime une émission, que va-t-elle faire là-bas? Elle va s'y compromettre, disait Michel Onfray il y a un instant. C'est vrai qu'on assiste à un mélange des genres absolument époustouflant depuis une quinzaine d'années, où les rois et les clowns sont mélangés. Je ne veux insulter personne, j'aime bien Cyril Hanouna, je trouve que c'est un ami. Simplement, il est clair que la parole politique, si elle est diluée dans le manège médiatique, sachant qu'il y a déjà une polémique par seconde dans les deux clans, si les deux s'entredigèrent, les polémiques n'auront plus aucun sens du tout. Elles en ont déjà pas beaucoup, mais là, il y a une sorte de... C'est comme dans le livre d'Esther, vous savez, quand le bouffon devient roi et le roi devient bouffon. Il y a une interversion des valeurs, et je crois que c'est peut-être pas le moment. Mais on reproche aux hommes politiques une certaine distance par rapport à ce qu'on appelle la vraie vie, les vrais gens. Est-ce que le fait qu'ils restent à distance, comme vous le souhaitez et comme le souhaite Michel Onfray, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que Cyril Hanouna représente plus la France que les ministres actuels, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'avoir des responsabilités politiques, mais quand les Gilets jaunes veulent s'exprimer, ils vont chez Cyril Hanouna. Ils vont chez tout le monde, hein. Oui, d'accord, mais enfin, dans toutes les émissions. D'accord, mais j'ai l'impression que le porte-voix des Gilets jaunes a plus été Cyril Hanouna. C'est ce qu'il veut être, en tout cas. Il dit qu'il souhaiterait être le porte-voix des Gilets jaunes. Il est peut-être plus intelligent que ce qu'on imagine, vous savez. Il a peut-être des ressources. Et peut-être que sa parole, on peut le regretter, sa parole à lui est peut-être plus audible que la parole des ministres en ce moment, qui sont coincés dans une façon de... Il y a une précipitation de la parole élyséenne. On voit très bien que c'est sous la contrainte qu'il a commencé à devoir déblatérer. Parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un homme du verbe. Dans le verbe, il peut se déployer autant qu'il peut. Il est très fort pour ça, d'ailleurs. On voit très bien, d'ailleurs, que c'est un verbe qui ressemble, vous savez, aux boules lumineuses dans les boîtes de nuit. Vous savez, comment ça s'appelle? Les boules à facettes, parce que dans la même phrase, il parvient à faire plaisir absolument à tout le monde. C'est le même en même temps, vous savez. Mais c'est vrai, je l'avais vu, moi, avec les CRS à Calais. Il arrivait à faire plaisir à la fois aux élus locaux, aux CRS, presque même aux migrants. Cet amour du verbe, ça devrait vous plaire, vous l'écrivez? Non, parce que, vous savez, il y a quelque chose que j'aime, moi, c'est la parole, pas le discours. La parole, c'est celle d'un philosophe ou d'un écrivain. Le problème du discours, c'est que le discours veut toujours obtenir quelque chose. Il veut démontrer, il veut montrer. Et le problème aussi du discours, c'est que le meilleur du discours, c'est l'éloquence. Le pire du discours, c'est la démagogie. Et si vous êtes à peu près d'accord, non, avec Yann Moix sur la vie sur Emmanuel Macron? Totalement. Oui, c'est un grand séducteur. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais apparemment, tous les gens qui l'ont rencontré disent qu'il séduit tout le monde systématiquement, il touche, il tripote, il dit ce qu'il faut dire, démagogie, là encore, ce que les gens Qualité, attendent. défaut? Défaut. Je dirais, un chef d'État, c'est quelqu'un qui a un projet, il dit qui même me suit. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas bien grave, mais j'ai pas envie ou besoin, philosophe aussi d'ailleurs, j'ai pas besoin qu'on m'aime ou qu'on me suive, j'ai des idées. Si vous êtes avec moi, très bien. Si vous êtes contre moi, c'est pas grave. Regardez, il est irrésistible. C'est ce que Nicolas Hulot dit de lui. Je garde du respect pour cet homme. On n'est pas parti fâché, on est parti triste parce qu'on ne s'est pas compris. Pour l'instant, on a eu plutôt des échanges amicaux parce que la situation est difficile et que je me mets à sa place. Nous ne sommes pas en rupture de discussion. Et intellectuellement, il est irrésistible. Voilà, intellectuellement, il est irrésistible. Ça, c'est la grande antienne, c'est-à-dire qu'ils ont tous été irrésistibles. Hollande était irrésistible parce qu'il avait un humour absolument faramineux. Sarkozy, il faisait des imitations de Louis de Funès absolument fabuleuses. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été élus. N'en parlons pas. Chirac était beaucoup plus fin, il connaissait l'art des haïkus, il parlait japonais couramment, etc. Ils sont tous irrésistibles en coulisses. Et puis quand on les voit au pouvoir, ils sont très résistibles. Pour reprendre un peu la thématique de votre livre, est-ce que Emmanuel Macron, finalement, c'est pas un ex avec qui on veut pas rompre? Est-ce que dès qu'il sent qu'on l'aime plus, il revient et il essaie de nous reséduire et de mouiller la chemise? Vous savez, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit avec suffisamment de douleur et de larmes pour pas mélanger la politique à ce chagrin qui s'est transformé en œuvre littéraire. Et il y a quelque chose qui est incompatible avec la littérature, c'est la politique. Les écrivains qui ont mélangé les deux, en général, ont fait des œuvres, à mon avis, totalement factices. On peut admirer Malraux, mais le Malraux gaulliste n'est pas sans doute le meilleur le grand Malraux n'est pas celui de De Gaulle, si vous voulez. À mon avis, c'est celui juste avant. Enfin, j'ai pas un respect infini pour André Malraux, mais je crois que sa période politique n'a pas été sa meilleure.
Emmanuel Macron, on voit qu'en ce moment, il essaie de trouver la bonne distance avec les maires, avec les Français, avec les Gilets jaunes. Certains lui reprochent d'ailleurs de ne pas rencontrer les Gilets jaunes. C'est le cas d'une des figures, Éric Drouet, qui lui conseille de rencontrer des Gilets jaunes. Vous pensez que lui devrait y aller et en rencontrer maintenant ? Il y a un grand problème avec les Gilets jaunes, c'est que les gens qui sont dans un état d'extrême pauvreté ou de misère totale, eux, on les entend toujours pas, si vous voulez. Et que le discours politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il sait comment parler aux riches, il sait comment parler aux très 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 pauvres, parce que ça c'est facile, c'est une catégorie, c'est presque une catégorie métaphysique dont on n'entendra jamais parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Les Gilets jaunes, ils sont dans une catégorie intermédiaire. On a dit c'est 1793, etc. C'est peut-être plutôt 1789. Ce sont des gens qui travaillent sans filet. Les très riches travaillent avec des filets. Les très pauvres, les plus cyniques vont vous dire qu'ils ont des aides, etc. Machin. Mais ceux dont on n'entend jamais véritablement la parole, et c'est pas lié à aujourd'hui, c'était vrai en 1789, en 1830, en 1848, en 1870, c'est les catégories intermédiaires qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes économiques, qui ne sont pas dans la misère. Il y a une grande distance entre la pauvreté et la misère. Peggy l'a bien dit, c'est pas du tout la même chose. Donc les gens qui sont dans la misère, d'une certaine manière, on en parle, alors jamais, ou alors de manière abstraite, mais les gens qui sont dans la difficulté, qui sont les gilets jaunes, c'est-à-dire qui peuvent encore bidouiller pour s'en sortir, c'est ceux-là qui n'ont jamais la parole. Les gens intermédiaires qui doivent travailler pour vivre. Et vous n'avez pas répondu à la question d'Audrey. Est-ce qu'il faut qu'il reçoive ces gilets jaunes, et en particulier Éric Drouet, qui appelle encore hier, je crois, à une nuit jaune, c'est-à-dire à un mouvement qui sort un peu des manifestations classiques pour essayer d'être... Il va le rencontrer. Éric Drouet va peut-être être séduit, puisque Emmanuel Macron est un grand séducteur. Il va peut-être trouver les mots. Et puis ça me fera penser aux États généraux de 1789, où Louis XVI avait fait semblant d'écouter ce qu'on lui avait dit. Et c'était cyniquement l'inverse qui se préparait. Éric Drouet, il publie une lettre ouverte au président de la République sur Facebook, signée du nom de son groupe La France en colère, dans laquelle il demande au chef de l'État donc, de le recevoir lui et d'autres gilets jaunes. Vous avez encore le pouvoir d'éviter que la situation ne s'aggrave. Mais si vous continuez à rester sur votre position, le peuple reprendra le pouvoir, le sien. Avec Michel Onfray, un jour, on s'était un peu invectivé sur la notion de peuple. Et il se trouve que je crois que les faits ont donné raison à Michel Onfray. C'est-à-dire qu'on s'était engueulé, on s'est dit, mais le peuple, ça n'existe pas, c'est une abstraction, ça ne se voit pas. Il y a quand même quelque chose qui se montre là. Alors le mot peuple est peut-être... les Gilets jaunes ne représentent pas le peuple français, parce que le peuple français, dans son intégrité, ça ne peut pas être une partie de la population. Mais là, quand même, on voit quand même que chez les Gilets jaunes, il y a quelque chose qui se passe et qui se voit. Et que la notion de peuple, qui était très abstraite en philosophie du droit, en philosophie politique, là, quand même, elle devient très concrète. Et c'est peut-être la première fois depuis très longtemps qu'on voit à quoi peut ressembler éventuellement le peuple qu'on croyait théorique et qu'il l'est. Vous rejoignez là, Michel, sur la notion de peuple et sur... Oui, Yann m'avait dit le peuple, ça n'existe pas, et je lui avais dit mais je peux vous donner une définition, et je disais le peuple c'est celui sur lequel s'exerce le pouvoir, et c'est celui qui ne l'exerce jamais, de quelque manière que ce soit. C'était ma définition. Ça vaut ce que ça vaut, mais les Gilets jaunes sont des gens sur lesquels le pouvoir s'exerce. Il se fait que quand vous leur demandez leurs références, c'est pas Soral, contrairement à ce qu'aimerait tellement la presse. Ce sont pas Christophe Guilly. Caricaturer la presse, Michel, en permanence. Presse, mais si. Vous nous aimez quand même. Oui, pour pouvoir dire ce que j'ai dit. En tout cas. Non, juste qu'ils n'ont pas des références culturelles, c'est Coluche leurs références. C'est Coluche quand vous leur demandez. Parce qu'ils disent, mais il parle comme nous, il parlait pour nous, il a fait des choses concrètement, les restos du cœur, les enfoirés, etc. etc. Et puis parfois, après... C'est pour ça qu'ils vont chez Hanouna aujourd'hui, comme une sorte de Coluchisme. De nouveau Coluche. Oui, mais ça que eux y aillent, je trouve ça normal. Hanouna, il a son style, et ce que tu dis est fort juste, il a probablement une culture, une intelligence, ça je sais pas, moi c'est le personnage privé, je le connais pas. Je dis simplement que le journaliste dont j'ai pu voir de temps en temps les frasques, fait qu'effectivement... C'est pas un journaliste. Oui, excusez-moi. Effectivement, je suis emporté par je fais pas trop la différence. Il se fait que les Gilets jaunes y aillent, je trouve ça normal. C'est effectivement un lieu dans lequel ils peuvent aller. Je crois simplement que le ministre, le président de la République sont censés prendre un peu de hauteur, avoir un peu de perception des choses et arrêter de croire que la démocratie participative, ça passe pour Twitter quand on est ministre ou chef de l'État. Justement, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Le fait, par exemple, que Emmanuel Macron écrive une lettre aux Français, que Laurent Wauquiez écrive une lettre pas vraiment lue aux Français aussi, Éric Drouet écrive une autre lettre, le fait que tout le monde écrive des lettres, pourquoi ? Le dialogue est rompu, pourquoi on s'écrit des lettres aujourd'hui ? D'abord parce qu'il y a le fantôme, le spectre de Mitterrand qui plane.
et qu'il y a le fantasme d'une démocratie directe qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que les Gilets jaunes s'expriment directement et le président de la République leur exprime quelque chose directement. Mais ce fantasme, parce que Michel parle de démocratie participative, le fantasme, il est peut-être particulièrement du côté de la démocratie directe. Or, ce qu'a toujours essayé d'éviter la République de 1875 à nos jours, c'est la démocratie directe. La démocratie directe, c'est ce qui a mis Napoléon III au pouvoir, enfin Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, et qui lui a permis ensuite de devenir empereur. La démocratie directe, c'est le fantasme de tous les dictateurs, en fait. D'une certaine manière, c'est plutôt une démocratie participative qui serait utile au niveau local, où les maires, les députés peuvent vraiment discuter avec les gens en difficulté. Parce que le fantasme d'avoir un accès direct au président de la République, que ce soit dans les deux sens, le président de la République vers le peuple aussi, on voit très bien que c'est un dialogue de sourds, c'est presque impossible. Et cette manière de parler directement au peuple et inversement, c'est tout le programme de Napoléon III. Allez, on continue de parler de lettres avec vous, Michel, et de livres dans un instant. On se retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous. Lyrique. Et suite de notre émission avec notre éditorialiste philosophe Michel Onfray. Merci d'être avec nous. Et notre invité Yann Moix. Merci Yann d'être avec nous. Michel, vous publiez Sagesse, on en parlera à 11h30 puisque vous serez avec nous jusqu'à midi. Et Yann, vous publiez Rompre chez Grasset. Alors c'est le récit de la séparation d'un couple que vous formiez avec Emmanuel. On va en parler dans un instant. Michel, d'abord, on a coupé tout à l'heure votre échange sur la lettre. Monia vous demandait pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez et d'autres politiques estiment nécessaire de publier des lettres. Non, mais je pense que Yann avait bien répondu là-dessus. Effectivement, il y a le fantasme de Mitterrand, la lettre à tous les Français ou la lettre aux Français ou je ne sais quoi. Mais il sait très bien que de toute façon, 15 000 signes, enfin pour ceux qui, ça fait une pleine page d'un journal, 15 000 signes, c'est pas une lettre, ça. C'est 5 ou 6 pages. C'est Yann qui fait un livre, mais c'est pas une lettre, c'est trop long, c'est trop compliqué. Ouais. Puis c'est une façon, là encore, de faire de la rhétorique et de la sophistique. Je vais vous dire quelles questions vous pourriez me poser. C'est formidable cette lettre. Vous pourriez me demander, par exemple, n'est-ce pas ? Vous pourriez aussi me demander. Puis vous pourriez également me demander. C'est formidable comme lettre. Enfin, d'un point de vue de la rhétorique, personne n'a fait l'analyse rhétorique de cette lettre-là, mais je vais vous dire quelles questions vous pourriez me poser. Et alors Emmanuel Macron, tenez, il publie pas une lettre, il rencontre la chancelière allemande en ce moment même, l'image qui nous parvient en direct d'Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron et Angela Merkel qui vont donc signer un nouveau traité d'entente franco-allemand à Aix-la-Chapelle. Michel ? Oui. Écoutez, on entend quelqu'un. Oui. C'est pas une ola. Intéressant le journalisme, vous voyez. Il y a une image et on dit. Et puis écoutez le son. Le son. Formidable. L'amitié franco. Alors je ne sais pas si vous parvenez à entendre ce qui se dit. Enfin, ils ont l'air pas contents. Hein. Regardez-les monter là en disant voilà. Le langage corporel. On entend Macron d'émission. Moi j'ai entendu Macron d'émission, mais je suis d'Orléans en même temps. Macron d'émission, vous l'entendez. Macron d'émission à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Oui. Encore des nazis, hein, et des néo-nazis. Puis, une centaine de gilets jaunes allemands manifestent aussi à Aix-la-Chapelle. C'était peu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ces images-là ne sont pas en direct. Merkel et Macron. Je ne lis pas l'allemand, les amis. Si vous lisez l'allemand, vous êtes les bienvenus. Démission, tout de suite. D'accord. Voilà. Donc ce slogan Macron démission qui est même dans les cours d'école. On en parlait hier, il y a un nouveau jeu dans les cours d'école, c'est Gilets jaunes contre policiers et au cri de Macron démission. Donc oui, un accueil un peu frais à Aix-la-Chapelle. S'ils sont des Allemands qui disent Macron démission, ils ont un très bon accent. Alors Yann,